Merci d'être encore présent pour cette dernière présentation qui est une place choyée après tout. Donc, en contrepartie, on m'a autorisé à parler pendant 45 minutes. Donc, ça m'a permis quand même de voir vos présentations qui étaient d'une très belle qualité. Puis, il y a un sujet qui revient souvent dans tous les travaux qu'on a vus dans les 2 derniers jours, c'est l'aspect d'incertitude. Donc, Robert Lecomte a fait une belle présentation là-dessus avec la cascade des incertitudes. Moi, de mon côté, je m'intéresse à une certaine boîte de cette incertitude-là, donc l'incertitude sur les extrêmes de précipitation qui sont issus d'une modification de la configuration du modèle régional canadien du climat. Donc, une modification du domaine, modification des conditions aux frontières, ça va être mes paramètres que je vais modifier. Donc, tel qu'on a vu dans les 2 derniers jours, donc les extrêmes de précipitation et l'hydrologie, c'est des sujets qui sont intimement liés, l'un étant en amont de l'hydrologie. Donc, en utilisant un modèle régional climatique, c'est un modèle à aire limitée, donc par conséquent, ça nécessite des données aux frontières. Quand on parle de données aux frontières, donc c'est un modèle global, ou des réanalyses, qui est finalement un autre modèle global, mais qui est assimilé avec des observations. On a aussi la nécessité de choisir un domaine spécifique qui peut avoir différentes grandeurs, différentes localisations. Donc, un modèle régional a une augmentation supérieure au modèle global. Donc, par conséquent, la localisation de la grille va avoir des conséquences sur les processus qui vont être simulé à plus haute fréquence que le modèle global sur la région équivalente. Donc, la question principale de l'étude, c'est quoi la sensibilité ou l'incertitude qui découle de ces choix. Donc, comme je viens de vous préciser, la valeur ajoutée d'un modèle régional, ça va être les fines échelles. Puis, les fines échelles, c'est tout de même nécessaire pour la génération d'extrêmes de précipitation. Donc, une topographie de plus haute résolution va avoir un impact considérable sur les précipitations. L'augmentation de la complexité, donc un modèle, souvent on pense avec une augmentation de la complexité, on dit que les résultats vont être meilleurs. Généralement parlant, ils sont plus réalistes, mais il faut aussi comprendre que ça induit une augmentation de l'incertitude. Donc, plus on va faire de simulations climatiques, la moyenne d'ensemble va peut-être arriver de manière plus réaliste à la réalité. Par contre, l'échantillon de notre ensemble va être augmenté. Et finalement, donc, la quantification de l'incertitude à l'échelle locale, ça demeure un outil essentiel à l'élaboration de scénarios climatiques qui sont crédibles. Donc, non pas seulement de fournir une projection climatique, mais aussi d'y associer un degré d'incertitude qui va être localement spatialisé. Quels extrêmes nous intéressent? Nous, on a pris des indices d'extrêmes climatiques. On a 3 indices qui vont caractériser l'intensité, la fréquence et la durée des précipitations. Je me suis intéressé non pas seulement à la saison d'été, mais aussi à l'hiver. Et les 3 indices, donc, on a le 95e centile de la précipitation quotidienne, le nombre maximum de jours secs consécutifs et la fréquence du nombre de jours de pluie. Dans les 2 cas, pour les jours secs et les jours avec pluie, le seuil a été situé à 1 mm. Donc, c'est des indices qui sont calculés sur une base saisonnière à chaque point de grille et donc pour chaque année. En plus de ces 3 indices-là aussi, je rajoute évidemment la précipitation moyenne saisonnière. Généralement parlant, l'incertitude, on peut la décomposer selon différentes sources d'incertitude. Donc, on peut penser à l'incertitude qui est reliée à la paramétrisation des processus physiques dans les modèles, la variabilité interne qui est issue de la nature chaotique du système climatique. Et en ce qui concerne les projections climatiques, on a aussi l'incertitude associée aux scénarios climatiques. Dans notre cas, nous, on s'intéresse à l'incertitude qu'on appelle structurelle, donc modification du domaine, modification de la résolution, les processus physiques qui sont soit inclus ou exclus, le schéma de sol qu'on va choisir pour modéliser l'interaction des flux entre l'atmosphère et le sol, ainsi que les conditions aux frontières. Donc, on s'intéresse dans un premier temps à la grandeur et la localisation du domaine, donc une modification du domaine qui est une de nos sources d'incertitude.
ainsi qu'aux modifications des conditions aux frontières. Cette modification-là des conditions aux frontières, on la subdivise en deux catégories distinctes. Donc, une modification du pilote qui va, du modèle qui va piloter le MRCC, donc CGCM3 versus ECAM5 versus ERA40. On a aussi une modification en termes de membres, donc c'est le même modèle, mais une réalisation différente à partir du même modèle. Donc, c'est nos trois sources principales d'incertitude. Puis, on va aussi quantifier la variabilité interne pour essayer de quantifier si ces trois sources d'incertitude-là sont supérieures à la variabilité interne du modèle régional. On a nos 10 simulations ici qui ont été utilisées pour nos trois sources d'incertitude. La variabilité interne va être quantifiée avec 6 autres simulations. Donc, ces 10 simulations-là, on a 2 domaines qui sont illustrés ici à droite, qui sont pilotés donc avec 5 pilotes. La version 4.2.3 a été produite et fournie par Ouranos. La résolution est de 45 km, 29 niveaux verticaux. Et donc, ces 10 simulations-là nous donnent 300 ans de données quotidiennes. À partir de ces 10 simulations-là, on se construit des expériences de sensibilité. Donc, pour chaque ligne est associée à une modification d'un paramètre. Donc, pour la variabilité interne, on modifie la date à partir de laquelle la simulation est partie. Grandeur du domaine, évidemment, on modifie le domaine, on modifie le membre ou on modifie le modèle utilisé. Ce qui nous donne 24 expériences qui couvrent la période historique. La première partie de l'analyse, on s'intéresse à la sensibilité de la variabilité interannuelle de nos indices suite à nos différentes modifications. Donc, pour la variabilité interannuelle, on calcule ça avec le ratio des variances, calculé pour chacun des points de grille, donc la variance temporelle, qu'on moyenne sur la région spatiale. Puis, on regarde aussi la sensibilité de la corrélation spatiale des climatologies. Ce qu'on remarque ici, donc, vite, en haut à gauche, on a la précipitation moyenne saisonnière, on a l'occurrence des jours de pluie. Ici, c'est la séquence sèche et la précipitation intense, le 95e centile. Le code de couleur renvoie aux sources d'incertitude. Les points ouverts non remplis fait référence à l'hiver, puis les points qui sont remplis, c'est l'été. Donc, si on regarde selon l'axe des X, ce qu'on remarque assez rapidement, c'est que la sensibilité sur la variabilité interannuelle est assez importante en hiver avec des ratios qui atteignent pratiquement 3, ce qui est quand même assez énorme. Les principaux facteurs d'incertitude sur la variabilité interannuelle hivernale, caractérisés par donc une modification du modèle ainsi qu'une modification du choix de membres, suivi d'assez près par une modification du domaine. Ces trois sources-là sont supérieures à la variabilité interne du modèle régional. Ces conclusions-là sont aussi vraies pour la précipitation intense, avec des scores qui sont tout de même similaires. Pour ce qui est des occurrences de jours de pluie, ainsi que les séquences sèches, la sensibilité est moindre, mais tout de même présente. Pour ce qui est de l'été, on remarque que l'importance est moins frappante. On a par contre deux sources d'incertitude principales en ce qui concerne la précipitation moyenne et la précipitation intense. Les deux sources qui vont ajouter de l'incertitude demeurent le choix de modèle. Par contre, la deuxième source d'incertitude, c'est la modification du domaine. Pour ce qui est de la modification du membre qui va piloter le MRCC, sont tous, grosso modo, à l'intérieur des bornes de la variabilité interne du modèle régional. Donc, c'est une source qui ne compte pas pour la précipitation en termes d'incertitude structurelle. Pour ce qui est de la corrélation spatiale en hiver, ça a peu d'influence. Peut-être plus pour les indices de type fréquentiel. Pour l'été, la sensibilité de la corrélation spatiale est plus importante, mais demeure tout de même pas si frappante que ça. Maintenant, on s'intéresse à la sensibilité climatique, donc tout simplement à la différence entre deux climats issus des deux simulations pour chaque expérience. Puis on va moyenner selon la source d'incertitude. Donc, ce qu'on voit ici, les colonnes renvoient à la source d'incertitude utilisée pour faire la moyenne.
Puis les lignes renvoient là, aux 4 indices qu'on a utilisés. Ce qu'on remarque rapidement dans la colonne de centre, c'est que la majorité des points ont une sensibilité climatique qui est significative, avec des amplitudes qui sont supérieures à une modification du domaine, mais pas de beaucoup. Ce qu'on remarque, la majorité de la sensibilité est sur le sud du domaine, à l'exception des séquences sèches où on a un fort signal ici durant l'hiver au niveau du territoire du nord-ouest. J'attire votre attention sur une région ici qui semble montrer mais un certain signal d'incertitude, donc la vallée du Saint-Laurent ainsi que les Appalaches. Les 3 sources d'incertitude vont montrer un signal significatif de sensibilité climatologique. Là, vous avez remarqué que je n'ai pas mis la colonne pour la sensibilité climatique issue de la variabilité interne du modèle. C'est tout simplement parce que la carte était blanche, il n'y avait rien de significatif. Si on regarde pour l'été, les patrons sont similaires entre la modification du modèle ainsi que la modification du domaine. Encore une fois, la majorité des patrons de sensibilité sont situés sur le sud du domaine. Puis, c'est vrai pour à peu près tous les indices. On a par contre ici un signal au niveau de l'occurrence de jours de pluie au nord du Québec ainsi que dans les îles nordiques canadiennes. Si on regarde encore une fois la sensibilité climatique, mais d'un point de vue relatif, je ne passerai pas beaucoup de temps sur ces graphiques-là. On remarque que, on se souvenait que la majorité du signal était sur la région sud, sur les Appalaches. En termes relatifs, c'est plutôt dans le nord où les changements sont les plus importants. Pour ce qui est de l'été, par contre, ça reste dans le sud, autour des Grands Lacs ainsi que les Appalaches. Puis c'est vrai aussi pour les précipitations plus intenses. Maintenant, on va décomposer l'incertitude totale. Ce qu'on veut voir ici, c'est la contribution relative de chaque source à l'incertitude totale. Donc, ce qu'on prend, c'est la différence, encore une fois, des climatologies. Puis, on calcule donc la variance de ces sensibilités-là sur toutes nos 24 expériences. On peut donc décomposer cette équation-là de variance en fonction des sources d'incertitude, ce qui nous permet donc de faire des ratios qui vont nous indiquer la contribution relative de chaque source à l'incertitude totale. Si on regarde maintenant pour l'hiver, on n'est pas surpris de voir que la contribution majeure reste une modification, ici dans la colonne de centre, reste une modification du modèle. Une modification du modèle va expliquer de l'ordre de 50 à 60 % de l'incertitude totale. Pour ce qui est des 2 autres sources d'incertitude, on a pour l'hiver une modification du membre qui va avoir une influence un petit peu plus élevée qu'une modification du domaine. On parle de l'ordre de 20 à peu près 20 % à la contribution de l'incertitude totale. Pour ce qui est de la modification du domaine, on a tout de même un signal assez intéressant ici au niveau des Appalaches où la modification du domaine explique jusqu'à 60 % donc de l'incertitude totale de notre ensemble. Pour ce qui est de l'été, encore une fois, la contribution majeure demeure le choix de modèle. On a un beau patron ici quand même de contribution à l'incertitude totale, de l'ordre de 80-90 % en ce qui concerne l'occurrence des jours de pluie, donc au niveau ici de la baie d'Hudson, donc tout le tour de la baie d'Hudson finalement. On a encore au niveau de la vallée du Saint-Laurent, des Appalaches, on a certains signaux intéressants suite à une modification du domaine. Alors, au niveau de l'occurrence des jours de pluie aussi. Donc, ça, c'est tout simplement les moyennes spatiales de nos cartes. Donc, si on regarde vite, là, pour l'hiver, la source principale, on parle de 50 à 55 % disons, de contribution. Le choix de membres étant la deuxième source d'incertitude. Choix de domaine en 3e position. Et la variabilité interne explique à peu près 10 % de notre incertitude totale. Pour ce qui est de l'été, l'ordre est inversé en ce qui concerne la 2e et 3e position. Le choix de domaine explique jusqu'à 20 % de notre incertitude totale et le choix de membres descend à 15 %. En ce qui concerne la variabilité interne, ça reste
presque, grosso modo, là, dans le même ordre de grandeur. Donc, en conclusion, on a vu que l'incertitude, c'était un problème qui comportait plusieurs facettes. Donc, on a vu aujourd'hui une incertitude qui était reliée à la configuration structurelle des modèles. Il faut voir ça comme l'incertitude de base sur la précipitation simulée par un modèle régional. Il y a aussi l'incertitude sur l'estimation même. On a parlé donc d'extrême, mais estimer la valeur d'un extrême, plutôt l'erreur standard sur des quantiles élevés, est plus élevée que l'erreur standard de la moyenne. Donc, par conséquent, ça ajoute une incertitude supplémentaire à notre quantification d'incertitude. Puis donc, évidemment, il y a d'autres sources d'incertitude qui s'ajoutent et qui fait une très grosse cascade. Et il m'apparaît donc important d'intégrer cette incertitude-là donc en aval de mes travaux, donc en amont des travaux hydrologiques, de manière à soit les mitiger ou non de mieux les comprendre. Ce qui apparaît donc un besoin d'arrimer les climatologues et les hydrologues peut-être sous le même chapiteau. Pour ce qui est donc des moyennes d'ensemble, c'est un problème qui est un petit peu complexe parce que on va appréhender donc plusieurs futurs pour essayer d'estimer l'incertitude, mais on veut aussi donc une certaine projection. Pour les extrêmes, de faire une moyenne d'ensemble, ça peut être, c'est plus destructeur que pour les valeurs moyennes, dans le sens que les extrêmes sont quand même assez modulés par ce qu'on appelle un peu de la haute, des processus de plus haute fréquence que pour les moyennes, ce qui fait que la spatialisation des extrêmes peut être, pas être aux mêmes endroits. Ce qui fait que quand tu fais une moyenne à travers différentes simulations avec un patron qui peut varier beaucoup plus que pour la moyenne, on lisse plus fortement ces valeurs extrêmes-là que pour la moyenne. Donc, c'est un problème qu'il faut garder, à mon avis, en tête. Et finalement, considérant les multiples incertitudes qui entourent les modèles, il apparaît pertinent donc de bien connaître le modèle utilisé et d'avoir une connaissance du phénomène étudié. Donc, de placer, par exemple, la grille du modèle sur la région qui va inclure les processus physiques qui vont être pertinents pour l'objectif d'une étude donnée, par exemple. Donc, travail à venir, c'est essayer d'analyser le signal de changement climatique. Est-ce que l'incertitude est plus élevée que le signal de changement climatique, par exemple? L'analyse des autres saisons peut être aussi très intéressante là, en termes de processus physiques, là, à quel point ça va influencer les patrons de sensibilité. Essayer de valider les deux domaines. Donc, pourquoi utiliser un plus petit domaine? Souvent, c'est pour, évidemment, un coût computationnel qui est plus faible qu'un grand domaine. Par contre, il faut essayer de le quantifier, du moins en termes d'extrême climatique. Est-ce que le plus petit domaine va donner des meilleurs résultats ou non? C'est quelque chose qu'il faut savoir. Puis aussi, on l'a vu en termes là, de spatialisation de l'incertitude. Il peut y avoir certains points de grille où l'incertitude est très élevée. Donc, si on prend des études d'impact qui ont peut-être une spatialisation de l'ordre de 1 ou 2 points de grille, ça se peut que cette étude-là tombe sur un point de grille qui est très incertain. Donc, il s'agit de voir, d'essayer de mitiger finalement cette incertitude-là. Donc, voilà, merci.